Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te retrouver pour un épisode à la fois drôle, émouvant, militant, empouvoirant et incroyablement utile. À mon micro, Sophie Rich, la formidable personne à l'initiative du podcast Attendre d'attendre un enfant, dans lequel elle relate son propre parcours PMA à l'étranger. Pour Sophie, être mère est aujourd'hui une évidence. C'est un désir qui la prend aux tripes, inexplicable, irrationnel, mais surtout très réel, au point d'en faire une condition sine qua non à la poursuite d'une relation amoureuse. Et puis, il y a cette relation avec sa compagne actuelle. Une évidence, un crush presque instantané, mais des années pour qu'elle devienne réalité. Mais quand enfin elle se trouve, on ne les arrête plus. Achat de maison et projet bébé se lancent dans la foulée. Sauf que, lorsqu'on est un couple de femmes, décider de faire un enfant est une démarche qui n'implique pas que les deux futurs parents. Ça implique également tout un corps médical, des traitements et surtout un donneur qui se fait sérieusement attendre si jamais un couple lesbien décide de faire une PMA en France. Parce que oui, en France, les couples de femmes ont le droit d'accéder à la PMA, mais elles n'en ont pas les moyens. Face à cette pénurie, Sophie et sa compagne se dirigent vers la Belgique. Et cette histoire devient un podcast, mais aussi un combat, celui de parler du don de gamètes pour qu'enfin, pour de vrai, les femmes françaises seules ou en couple puissent accéder à la PMA dans leur pays. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Sophie. Bonjour. Bienvenue sur Prenons un café. Merci de me recevoir, ça me fait trop plaisir d'être là. Avec plaisir de savoir, en plus en vrai, puisque tu es lilloise et que moi aussi, et ça c'est très cool, parce que moi je trouve que c'est très cool d'être lillois. Franchement, carrément. Franchement, il n'y a pas assez de Lillois à Lille. Et... Enfin, de gens à Lille. Non, en plus aujourd'hui on a le soleil, tu vois, et ça, enfin on a le soleil aujourd'hui, depuis 13h. Depuis 13h30, ouais. Mais on a le soleil, et ça c'est une très bonne nouvelle. C'est notre heure de soleil de l'année, donc profitons-en. Profitons-en, ouais, on est en février. C'est ça. Voilà, après c'est fini. Et bonne année. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les auditeuristes qui ne te connaissent pas ? Bien sûr. Alors moi, c'est Sophie Rich, j'ai 34 ans, je suis autrice, scénariste, je travaille dans la communication. Là, je monte ma boîte d'ailleurs d'accompagnement de croissance des PME avec ma compagne. Voilà, c'est un nouveau challenge que je me mets en parallèle de toutes mes activités. Et à côté de ça, j'ai aussi envie d'écrire un moyen métrage sur la PME, etc. Bon, bref, voilà. Beaucoup de choses. Ouais, tu as un podcast aussi. J'ai un podcast. Merci. Juste comme ça. Non, parce que tu sais, il paraît que les auditeuristes de podcasts écoutent des podcasts, donc en même temps, ils pourraient écouter ton podcast. Mais bien sûr, cool. Mais le pire, c'est que vraiment, je voulais terminer là-dessus. Je sais pas pourquoi j'ai embrayé sur la boîte. Bon, bref. Donc, j'ai un podcast qui s'appelle Attendre d'attendre un enfant et dans lequel je raconte un parcours PMA, pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du mien. Voilà, parce que ça fait quelques années qu'on souhaite fonder une famille avec ma compagne et voilà, je voulais consigner ça quelque part. Ok, trop bien. Je vais te poser la question traditionnelle, Sophie. Dis-moi. Est-ce que tu as toujours désiré être mère ? Toujours non, mais à partir de mes 24-25 ans. C'est-à-dire que moi, j'étais une adolescente qui disait à qui mieux que je ne voulais pas d'enfant, que je me sentais trop égoïste, ta. Et en fait... à 24 ans, j'ai daté un type et qui... alors vraiment, c'était pas parce qu'on voulait des enfants ensemble. Enfin, ça faisait vraiment 2 semaines qu'on se voyait. On s'est vu peut-être 3 mois. Donc, mais il me racontait que lui voulait absolument avoir des enfants et les élever près de l'océan. Et moi, j'ai répondu, moi, mes enfants, jamais je vais les élever près de l'océan parce que j'aime pas trop l'océan. Et là, en fait, c'est la première fois que j'ai conscientisé le fait que je voulais des enfants. C'est chelou ou c'est pas chelou ? Je sais pas si... En vrai, je pense qu'il y a tellement pas de règles pour ces questions-là que je sais pas si c'est chelou ou pas, mais c'est intéressant. C'est hyper intéressant. Et pourquoi pas l'océan ? Le cheminement s'est fait naturellement. Pourquoi pas l'océan ? Et parce que les vagues, elles sont trop violentes. Et moi, pardon, mais je suis assez sensible.
Non, mais je suis pas une bonne nageuse et tout. Donc, Ouais. la mer, oui, la Méditerranée, c'est super. Ouais. Parfois, il y a un petit peu de vagues, c'est rigolo et machin. Mais ça va. L'océan, déjà, tu dois marcher 3 km si la marée est basse, etc., pour aller te baigner. Faut faire attention parce que si la marée remonte et que toi, t'es dans l'eau ou t'es trop loin, etc., tu peux te noyer. Enfin, Ouais. t'as les baillis, je crois. C'est vraiment pas un Non, endroit où élever des enfants, je trouve. Et pourtant, il y a plein de gens qui le font Ouais, et mais tout se c'est passe bien. chanceux, Mais c'est chanceux, un puis il y a peu. il y a des enfants qui deviennent des mini-surfeurs trop Ouais. stylés et tout ça. Mais je crois que je veux pas que mes enfants soient Non. trop stylés, en fait. C'est Non, peut-être mais pour en ça. même temps, des enfants qui mangent des frites, c'est vachement cool. De ouf. Non, mais franchement, passion. Ouais, ils vont pas passer par le stade lait, en fait, Non. directement, les Les frites. frites, ouais, bah, des frites au lait. En même temps, tu vois, moi, j'ai allaité ma fille et je suis sûre, elle a pris du lait à la frite. Bah, c'est sûr. Bah, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce qu'elle aime les frites aujourd'hui? Attends, mon envie de grossesse, c'était les patates. Donc, si tu veux, il y avait déjà un truc. Hein. Je pense que ça s'est transmis. Je sais pas, on avait une connexion comme ça sur la patate. Sur la patate. Et c'était merveilleux. Non, mais c'est intéressant, tu vois, ça veut dire que dans ta projection de toi, il y avait des enfants. Oui, mais sans que je m'en rende compte. Et donc, c'est vrai que quelques mois plus tard, j'ai rencontré donc un homme qui, pour le coup, avait déjà des enfants et on est tombés amoureux l'un de l'autre et on a commencé une relation. Et très vite, du coup, j'ai mis les pieds dans le plat. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'osent pas avoir cette conversation avant longtemps, mais moi, j'ai mis les pieds dans le plat en disant, en fait, mon coco, si tu veux pas d'enfant avec moi, ça sert à rien qu'on continue. Donc, j'en veux pas tout de suite, mais j'en veux un jour. Bon, il se trouve que sur le coup, il en voulait, après, il en voulait plus. Mais ce que je comprends, et on est potes hein, aujourd'hui, donc tout va bien. Mais quand même, ouais, l'envie était là. Et sans que je m'en rende compte, je m'étais déjà fait un chemin en tant que mère sans du tout être enceinte. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, ça veut dire que ta relation était quand même conditionnée. Enfin, il y avait une condition à cette relation, c'était que s'il voulait pas d'enfant, en fait, tu voyais pas l'intérêt d'avoir cette relation. Oui, c'est ça. Donc pour toi, à ce moment-là, et peut-être encore aujourd'hui, c'est que une relation de couple a cette finalité, entre guillemets, parce que c'est pas la finalité, il y a encore plein de choses qui se passent après avoir des enfants, mais ça fait partie de cette finalité, enfin, ça fait partie pour toi de l'histoire d'un couple. Pour moi, oui. Pour moi, pas évidemment. Je comprends les gens qui ne veulent pas d'enfants. Ah oui, bien sûr. Je comprends tous leurs arguments, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que moi, j'avais du mal à imaginer une vie de couple sans enfants. Et après, j'ai même eu le passage où je me suis dit, ok, bah, en fait, je vais peut-être le faire solo, cet enfant. Ah oui, c'était à ce point-là. Ouais, mais j'étais freelance et bon, après le Covid est passé par là, j'étais en banqueroute complet, donc c'était impossible à envisager. Mais le rapport stabilité professionnelle et désir d'enfant, on va en reparler après. Parce que j'ai noté des petits trucs dans ton podcast. Ça veut dire quoi pour toi être mère ? Pour moi, c'est être mère, c'est... En fait, ça va être très égoïste. La première chose qui me vient, c'est un truc d'amour inconditionnel et donc de ne pas être seule. Et je pense aussi que le fait que je sois fille unique, que je sois de nature timide, donc que j'ai pas énormément de potes, etc., il y a un truc de la peur de la solitude pour toujours, quoi. Donc je pense qu'il y a un truc comme ça assez rassurant dans le fait d'être mère. Après, il y a aussi vraiment le truc de transmission. Pour moi, c'est être mère, enfin être parent, en fait, c'est la protection, c'est protéger quelqu'un, c'est guider un être et découvrir la personne qu'il ou elle est en train de devenir et l'accompagner là-dedans, un truc d'accompagnatrice, un peu comme au BAFA, mais... Enfin non, comme au centre aéré, mais sans le BAFA. Enfin, bon, bref. On chante aussi des chansons comme ça quand t'as des enfants. Parce que ça m'a beaucoup servi. J'étais connectée avec mon enfant maternel, c'était génial. Tu m'étonnes. C'était parfait. Non, en fait, tu vois, c'est marrant parce que justement, ce que tu me dis là, c'est vraiment ce que j'avais entendu dans ton podcast, parce que tu parles de ça dans ton podcast. Et je m'étais dit, tiens, c'est marrant. Elle parle de son désir de maternité en le projetant uniquement, enfin, beaucoup sur l'enfant. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi en tant que personne? Comment je m'imagine quand je serai mère? Bah, comment tu l'imagines? Est-ce que tu arrives à le projeter? Et est-ce que tu l'as intellectualisé, ce truc-là? En fait, non, j'ai pas trop intellectualisé le truc parce que pour moi, c'est trop viscéral. Et surtout, plus les années passent et plus mon envie de devenir mère, c'est viscéral et c'est pas trop... Enfin, j'arrive pas trop à le comprendre. Mais si j'essaie de me projeter, je crois que je m'imagine très honnêtement assez permissive, un peu flemmarde, mais très aimante.
Ça, c'est clair et net. Je pense que je ferai partie de ces mères qui disent, en parlant de leur enfant, je le trouve beaucoup plus mature que moi. Parce que je suis assez immature parfois, c'est capricieuse. Bref, heureusement que ma compagne est là pour être la personne vraiment droite dans ses bottes. Je pense que c'est important, parce que tu vois, quand on élève des enfants, on se dit toujours qu'il faut réussir à se mettre à hauteur d'enfant. Bah voilà. C'est parfait. C'est bon. C'est bon. Parce que, par exemple, en fait, je suis quelqu'un de mature et de posé, et voilà, sauf quand j'ai faim. Donc voilà, je sais qu'il y a toujours un moment dans la journée où je vais être à hauteur d'enfant sans problème. Ça ressemblait à quoi l'enfance de Sophie ? Une enfance, somme toute, super. J'ai des parents et je pense que c'est aussi pour ça que pour moi c'est important de parler d'accompagner l'enfant plus que... Enfin, d'accompagner l'enfant dans la découverte de qui il est plus que de le guider, genre tu feras ça, ça. Moi, mes parents, même si je suis fille unique, j'ai pas ressenti une pression à être le cliché de la petite fille parfaite. Ils t'ont laissé faire un bac L déjà, ça dit beaucoup de choses. Ils m'ont laissé faire un bac L. Alors, à un moment, c'est vrai que j'avais 11-12 ans et je leur ai demandé de me mettre en internat pour aller faire option théâtre, je sais pas trop où. Bon, bref, là, ils ont mis un veto quand même. C'est vrai ? Ouais. Ah ouais. Bah oui, je sais pas. C'était je loin. pense qu'ils avaient peur de me voir revenir en faisant des bolasses enflammées et tout. Tu sais que j'étais cette personne. Ah, t'as fait des bolasses ? J'ai un bac L spécialité de théâtre. Ah, mais génial. Ah, tu vois, j'aurais trop aimé avoir... Mais bon, moi, c'était dans ma ville. Ah oui, non. Donc, j'ai pas eu besoin d'internat. Non, là, il y avait pas. Franchement, c'était loin. S'il y avait eu Oui, j'aurais fait ça au lycée Gay-Lussac de Chauny, RPZ... Les vrais savent. Mais ouais, non, il n'y avait pas. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon, tu t'es rattrapée après. Ouais, je me suis... Sur le côté saltimbanque et tout. Je me suis bien rattrapée. Ouais. Tu vois, et rien que ça, tu vois, mes parents m'ont pas déshérité. Genre, le truc pour lequel je suis le plus connue pour l'instant, c'est pour ça, essayez de faire marcher ce podcast, s'il vous plaît, écoutez-le. Le truc avant ça, c'est une vidéo sur l'épilation du sillon interfessier, quand même. Donc, enfin, je veux dire, tu fais pas ça, putain. Je pensais pas que t'allais dire celle-là. Eh ben, si. Mais je me souviens pas de cette vidéo. Ouais. Et ouais. Tu sais que mon masterpiece. Tu sais que tout le monde va taper sur YouTube. Allez-y, n'hésitez pas. Mais allez aussi sur le podcast. Oui, bien sûr. Faites beaucoup d'écoutes sur le podcast. Ouais, c'est bien aussi. Ah oui. Oui, donc voilà. Non, mais donc tout ça pour dire, je suis très reconnaissante que mes parents m'aient accompagnée et m'aient laissé être qui je suis. Voilà. C'est très chouette. Et donc, une enfance, je suis fille unique, donc je pense que ça, c'est aussi important parce qu'on peut... Voilà, du coup, j'étais beaucoup dans les livres. J'adorais lire. J'aimais beaucoup écrire. J'écrivais donc des poèmes, des débuts de romans. J'en ai jamais fini un seul, pour le coup. Pas encore, on va dire. Et beaucoup devant la télé aussi. J'adorais les films et les séries. Toujours maintenant. Et aussi avec des grands-parents super aimants. Et donc... Une enfant très gâtée. Ouais. Et c'est ça que tu as envie de reproduire ? Oui, bien sûr. Après, ce sera forcément différent parce que c'est pas... c'est pas t'es pas tes parents et puis t'accompagnais pas tes parents. Ouais. Et elle a grandi dans un autre univers. Oui, c'est ça. Et puis en plus, je pense que j'éduquerai mes enfants, j'imagine, à Lille. Et moi, j'ai grandi à la campagne. Donc, ça joue... Enfin, je pense que très vite, ils vont être autonomes. Pas m'emmerder à ce que je les emmène au foot et à l'escalade toutes les 5 minutes. Je confirme, parce que j'ai grandi à la campagne, loin. Il y avait un lycée option théâtre. C'est ça. Mais ça reste dans l'Avesnois. Et élever un enfant en ville, c'est vraiment pas la même chose. C'est pas pareil. C'est pas du tout... Après, je sais pas si c'est élever des enfants en ville ou élever des enfants dans les années 2020, j'en sais rien. Ce qui se joue aussi, parce qu'il y a d'autres choses. Mais c'est vrai qu'il y a des automatismes et de la débrouillardise qui est différente. Ils sont moins dépendants. Après, la mienne, elle a que 7 ans. Enfin, on n'est pas encore. Elle se barre pas toute seule encore. Pour l'instant, ça ne saurait tarder. Mais, n'y pense pas. Non, j'y pense pas. Mais ouais, il y a vraiment une différence par rapport à ça. Moi, j'ai envie de rebondir sur un truc parce que tu l'as dit, cette phrase, plein de fois. Tu as dit « je suis fille unique ». Ah, je l'ai dit plein de fois ? Ouais, tu l'as dit plein de fois. Je suis désolée. Non, mais c'est intéressant. Mais est-ce que c'est... Non, mais je radote, en fait. Moi, non, mais tu radotes pas, mais ça veut peut-être dire que c'est important. Est-ce que c'est quelque chose que tu as bien vécu ou au contraire qui était quelque chose de dérangeant pour toi ? Ni l'un ni l'autre.
Ouais. En fait, comme j'ai connu que ça, je me suis pas forcément posé de questions. C'était un épisode de Transfert, le podcast, qui m'a un jour beaucoup marqué. Donc j'étais en couple avec quelqu'un qui ne... Je crois que j'étais en train de comprendre et que lui était en train de comprendre aussi, ne voulait plus d'enfants. Et moi, je voulais avoir des enfants. Et j'écoute cet épisode de podcast. Et dans cet épisode de podcast, c'est une fille unique qui se rend compte qu'elle a une sœur qui se rend compte avec les tests ADN, là, machin. Ah ouais, genre, tu craques dans un pot et tout. Et tu les envoies et tout, tu vois sur Internet. Ouais. C'est ça. Et un jour, elle fait... donc, cette fille-là avait été adoptée et elle avait envie d'en savoir un petit peu plus sur ses origines, de voir s'il y avait des gens à qui elle était liée, quoi. Et elle se rend compte qu'elle a une jumelle, et je crois que c'est même aux États-Unis. Donc voilà. C'est incroyable. Et en fait, donc elle raconte ça, le fait de se découvrir une sœur, alors qu'elle s'était toujours imaginée fille unique. Et elle a eu un mot, une phrase à un moment où elle dit et là, en fait, je me sentais plus seule et je m'étais même pas rendu compte que je me sentais seule, mais en fait, quand j'imaginais mes parents plus là, etc., ça me faisait paniquer parce que il y avait personne d'autre. En fait, si j'ai pas d'enfant, il y a personne pour m'accompagner, éventuellement un compagnon, une compagne, mais voilà. Et bon, j'ai beaucoup chialé en écoutant ce podcast, on va pas se mentir. Donc ça, je sais que c'est un épisode de podcast qui m'a marqué. Ok. Donc sur le côté enfant unique, ouais. Donc tu disais, tu étais dans cette relation avec ce mec, cet homme, qui finalement se rend compte, et toi aussi tu te rends compte qu'il n'y aura pas d'autres enfants. Elle ressemblait à quoi cette conversation de « Ah bah en fait, je veux pas d'enfants ». J'espère qu'il va pas m'en vouloir de raconter ça s'il écoute. Désolée. Je t'embrasse, Julien. Désolée. Mais en fait, j'étais en train de regarder Grey's Anatomy et il y avait une engueulade entre Amelia et Owen qui passaient leur temps à s'engueuler parce qu'Owen voulait absolument des enfants, Amelia n'en voulait pas. À un moment, il fallait qu'il arrête. Il est très toxique. Hein. Non, il était super toxique. Je suis d'accord. Owen, vraiment gros problème. Ouais. Avec toutes ces meufs, en fait. On va pas se mentir. Mm-hmm. Bref, Owen, quoi. Et en fait, là, j'ai fait la méga drama. J'ai mis sur pause et j'ai regardé mon mec de l'époque et je lui ai dit « Mais en fait, tu veux plus d'enfants ?» Et il a fait « Alors ?» un peu surpris. Et enfin, voilà. Et donc, après, on a beaucoup discuté. Et c'est vrai que nos vies avaient évolué, notre vie commune avait évolué aussi. Et on s'est rendu compte que on n'allait pas forcément dans la même direction. Donc, assez rapidement, ça a mené à une rupture. Et j'arrive plus trop à savoir ce qui s'est dit dans cette conversation. En tout cas, ça a été l'élément déclencheur de la rupture. Clairement. Ouais. Mais en même temps, j'aurais pu me dire, mais est-ce que tu regrettes d'avoir passé plusieurs années avec quelqu'un pour finalement ne pas avoir d'enfant ? Et je regrette absolument rien de cette relation. Et je regrette absolument pas que, en fait, la vie m'ait menée à retrouver ma compagne. Enfin, c'est pas que je l'ai retrouvée, mais disons que c'était une ancienne collègue. Tu vas nous raconter ça après. D'accord. Voilà. On va dire que la vie m'a mise sur le chemin de ma compagne et c'est avec elle que je mène ce projet et je pense que c'est le meilleur match de parentalité ever. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, je pense. Ça fait comme ça. Donc, cette relation avec ce Julien se termine. Tu disais que tu étais restée à un moment seule et que tu avais envisagé d'avoir un enfant toute seule. Ouais. À quel moment ta compagne est arrivée dans ta vie ou re-arrivée dans ta vie dans ce cheminement-là ? Alors, il se trouve que ma compagne, Clémence, moi je name drop tout le monde. Vas-y. En même temps, il y a plein de gens qui s'appellent Clémence. Même moi, j'ai deux copines au moins qui s'appellent Clémence, tu vois. C'est vrai que il y a beaucoup de Clémence autour de moi. Mais alors celle-ci notamment. Donc, il y a 10 ans, donc en 2013, je travaillais pour un magazine en ligne et un jour, il y a une meuf qui postule pour envoyer... Enfin, c'est pas vraiment qu'elle postule, mais elle envoie un article que je trouve brillant. Et que tout le monde trouve brillant dans l'équipe, notamment le patron qui décide de lui faire des piges. Et finalement, de fil en aiguille, je la fais courte parce que c'est très long, elle devient ma collègue. Et je me souviens d'un jour où on boit des coups ensemble, on est plusieurs de l'équipe,
On boit des coups ensemble. C'est le 21 mai 2014. Et là, je sais pas pourquoi. Je pense que c'était la bière. Il y avait des pintes à 3 € dans ce bar. Ça joue. Et d'un coup, méga crush sur elle, quoi. Bon. Voilà. Le lendemain, je crois qu'elle était en vacances, etc. Donc, elle vient pas au bureau pendant quelques temps. Quand elle revient au bureau, je lui propose d'aller boire un verre. Et je pense que je suis obvious, mais je le suis pas du tout. Donc, elle fait « Non, je suis désolée, j'ai pas le temps ». Un peu énervée, mais parce que, voilà, elle était concentrée dans son article, etc. Enfin, elle faisait des articles intelligents. Moi, je faisais des articles sur la typologie des pipis et tout. Enfin, donc, il n'y avait pas de... Moi, je pense que c'est quand même utile aussi à la société. Bien sûr. Moi, je déconstruisais les tabous. Elle les analysait. Et ben voilà. Finalement. Oh, quelle équipe extraordinaire. C'est incroyable. Et donc, voilà. Moi, dans ma tête, je suis sûre de m'être pris un râteau. Donc, je laisse tomber. C'est pas grave, hein, je continue ma vie. Je tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Voilà, etc., etc. Et on se perd de vue parce que moi, je pars de ce magazine. Mon départ se passe mal en plus. Donc, j'ai pas tellement envie de garder contact avec grand monde. Mais en tout cas, Clémence, je coupe les ponts. En plus, à ce moment-là, quelques mois après mon départ, elle devient rédac-chef du magazine. Donc, je vois pas l'intérêt de continuer à... Voilà. Et il se trouve que quelques années plus tard, j'apprends qu'elle part de ce magazine, en gros, voilà. Et je lui envoie un message pour la soutenir parce que ça a l'air d'être un départ un peu complexe. Et elle me propose de venir à son pot de départ. Je débarque à son pot de départ. Moi, je vis à Lille, elle est à Paris, et son pot de départ est à Paris, mais... Donc, tu t'es déplacée? Non, en fait, j'avais un tournage le lendemain. Oh oui, l'excuse. Oui, genre, voilà, oh oui, écoute, ça tombe bien. J'ai avancé de 2 semaines le tournage. Bon. Même pas. C'était le hasard, le destin. Je rentre dans le bar, et je la vois, et là, je phase complètement. Et je me dis, ça va être un problème, parce que je croche à nouveau comme il y a 5 ans. Donc là, on est en 2019. 5 ans? Ouais. C'est énorme, 5 ans. Bah ouais. Et donc voilà, on passe la soirée tous ensemble, voilà, toute l'équipe, machin, blabla. Et j'essaie de plus trop y penser. Du coup, je remets les meufs sur Tinder à ce moment-là. Je me dis, bon... Il y a un truc. Ouais, il y a forcément... Mais tu te dis pas, tiens, je vais lui en parler? Non, non, parce qu'elle m'a foutu un râteau 5 ans plus tôt. Je suis assez rancunière comme personne. Ah, je vois ça. Bon. Et en plus, non, mais dans Elle était même pas au courant, la pauvre. Oui, moi, je sais pas qu'elle était pas au courant. Du coup, et en plus, dans la soirée, je vois qu'elle est assez proche d'un type. Donc, je me dis, ça se trouve, c'est son mec ou c'est sur le point de l'être. Ou... Bon. C'était son frère. Même pas. Non, mais elle partageait une barquette de frites avec un mec. En fait, pour moi, c'était c'est de évident. l'intimité. De ouf. C'est vraiment de l'intimité. Moi, je fais ça avec très peu de gens. Parce que les germes, en fait. Non, parce que tu partages pas une barquette de frites tout court, en fait. Juste, ça se fait pas. C'est pas possible. Non. À partir de ce moment-là, en tout cas, on devient un pote. Ouais. Donc, on se revoit régulièrement. Et moi, très vite, c'est évident que je crush de ouf sur elle et j'arrive pas trop à penser à quelqu'un d'autre, etc. Et je la fais venir chez moi à Lille pour des week-ends, etc. Et j'ai qu'un lit, oh là là. Oh, zut. Mais rien du tout. Week-end pote. Bien sûr. Pyjama party, quoi. Et donc, j'arrête pas de brouiller les pistes et machin, parce que des fois, je fais un pas en avant, après, j'en fais 12 en arrière, elle comprend rien à ce qui se passe. Mais quand même, un jour, elle vient vivre à Lille. Je me dis, bon, peut-être quand même que... Et 1 an plus tard... putain, c'est long quand même. C'est très très long cette histoire, c'est vraiment très long. 1 an plus tard, je décide de faire ma décla et c'est grâce à moi si on est ensemble maintenant, puisque sinon, je serais encore en train d'attendre. Est-ce qu'on peut voir cette analyse d'un autre œil? Bien sûr. Parce que on quand même... tout de suite. Quand même, c'est quoi, 2014, t'as dit? Le 21 mai 2014, c'est la veille de mon anniversaire. Je retiens. Facile à retenir. Oui, un peu. T'as cru qu'elle t'avait mis un râteau, alors que c'était pas vrai. Alors que peut-être, en fait, si t'avais réitéré un moment où elle était pas en train de faire un truc intelligent, en fait, voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment uniquement grâce à toi? Je sais pas, parce qu'elle t'a invité au pot de départ. Oui, mais parce que je lui ai envoyé un message. Certes. Mais bon, soit, vous êtes ensemble.
Non, mais après, voilà, le truc un peu rageant, c'est que tous ces moments où je crushais de ouf sur elle, et bah c'était réciproque. Et mais toi, tu voyais pas? Ah non, elle faisait rien. Ah non, vraiment, elle le dirait d'elle-même. Ça, Ah oui, t'en voyais même pas de signaux. Ah, rien. Bon, elle t'a pas aidé non plus quand même, ça se fait pas. Si, elle me reluquait un peu. Mais... Bon, elle venait quand même en week-end à Lille. Oui. Bah, peut-être qu'elle aimait bien la ville. Moi, c'est ce qu'elle me disait. Hein. Vous êtes très doués. Autant te dire que, ouais, on a mis quasiment 10 ans, non, 8 ans, entre le premier crush et la décla. 8 ans. Waouh. Mais du coup, après, on allait très vite. Ah bah, en même temps, t'imagines si tu mets encore autant de temps, genre... C'est long. Ouais. Donc, vous vous mettez ensemble, et est-ce que là, pour le coup, parce que c'est ce que tu avais fait avec ta relation précédente, avec ce mec qui avait déjà un enfant, est-ce que tu abordes le sujet des enfants bien sûr. tôt? Ouais. Oui. C'est-à-dire que quand je dis qu'on a tout fait très vite, on a vraiment tout fait très vite. 2-3 mois après s'être mis ensemble, on parlait déjà d'acheter une maison. Ouais, ok. Et un jour, en parlant de cette maison, j'ai dit à Clémence, mais tu sais que moi, je veux toujours des enfants. Et elle m'a dit, si j'ai mis 4 chambres dans les critères, tu penses que c'est pour faire des salles de baby-foot? Ok. Il y a des gens qui se posent autour d'une table et qui parlent du sujet sérieusement, et d'autres qui parlent de ce sujet avec des tables de baby-foot. Je trouve ça génial. C'est ça. Ok, donc c'était clair. Elle savait que de toute manière, elle savait si elle voulait être avec moi, c'est que. Je serais trop curieuse d'avoir son cheminement en vrai. Bah, ce serait intéressant. Ça serait trop bien. Oh, tu m'en parleras ce soir. Ça va. S'il te plaît. Ok. Ah bah donc du coup, t'étais soulagée. T'avais peur de ça, qu'elle veuille pas d'enfant? Un peu, mais en fait, j'étais vraiment tellement persuadée que moi, je voulais des enfants que oui, ça m'aurait brisé le cœur de lui dire allez, c'est ciao. Si elle avait dit tu lui aurais dit ciao, tu penses? Ouais. Oui, je pense. Mais au fond de moi, je pense que je savais que c'était ok pour elle aussi. Ouais. Mais du coup, il y a quand même une sacrée différence entre être en couple avec un homme et avec une femme quand tu souhaites avoir des enfants. Oui. C'est pas les mêmes parcours, c'est pas les mêmes décisions. C'est pas quand t'es en couple avec un homme, ça peut arriver même que tu l'aies même pas désiré d'ailleurs. C'est ça. À quel moment vous avez dit ok, là, peut-être qu'on va se pencher sur la démarche d'avoir des enfants? Très rapidement, on a emménagé dans la maison le 15 juillet 2022. Tu me poses la question? Oui, non, c'est vrai que je te regarde comme si tu allais me répondre. Alors écoute, oui. Probablement. Vas-y, comme ça je ne serai pas contrariée. Voilà. Voilà. Non, 15 juillet 2023. Et le 2 mai de la même année, on avait eu le premier rendez-vous chez la gynéco. Ah ok. Donc quand même, c'était un petit peu imbriqué. Mais on a attendu d'être vraiment installés avant de prendre le rendez-vous en Belgique, parce qu'à ce moment-là, on pensait encore Sweet Summer Child, qu'on pourrait le faire en France, ce bébé. Oui, parce qu'il y a plein de sujets qu'on va aborder encore dans cet épisode qui va durer 3 heures. Mais... Je suis désolée. On a le temps. Mais c'est à cause de mes digressions. Non, mais c'est pas grave. Mais tu sais, tu vois, autant habituellement, je suis cadrée parce que les personnes en face de moi, faut pas autant de digressions que moi. Mais donc, du coup, là, c'est sympa. c'est cool. Non, mais alors, il y a plein de sujets que j'entends. Il y a la maison, qui était importante pour toi, la stabilité qui était importante pour toi avant de passer au projet bébé. Je crois que c'était surtout important pour Clémence. Ah oui. Parce que moi, je crois que j'y serais allée. En fait, je voulais quand même avoir un espace suffisamment grand pour qu'il y ait une chambre d'enfant, suffisamment pas trop insalubre, voilà, des vraies pièces. Bon, je dirais que j'ai vécu que dans des taudis, mais j'ai. Il se trouve que... Non, je vais pas digresser à ce point. Mais voilà, je voulais un truc clean, où t'as pas l'impression que le bébé va se prendre des coups de jus constamment à cause d'un mauvais branchement de prise de terre, ou je sais pas trop quoi. Okay. J'y connais rien. Mais voilà, je sais que pour Clem, c'était important et je vais respecter. Parce que quand même, c'était sympa de sa part de bien vouloir fonder une famille avec moi. Donc, non. Alors, est-ce que c'est vraiment sympa de sa part? Parce que en soi, est-ce qu'on fait des enfants par gentillesse? Je suis pas sûre.
Je suis sûre qu'il y a des gens qui font ça. Hein. Oui, mais je suis pas sûre que ce soit l'idée du siècle, tu vois. Mais non, c'est pas ce que tu veux dire. Oui, bien sûr, je vais te donner un enfant avec plaisir. Tiens. Et puis après, tu t'en occupes tout seul parce que l'autre, il l'a pas vraiment voulu. Exactement. Donc, je suis pas sûre que ce soit l'idée du siècle. Est-ce que vous aviez autour de vous des représentations de personnes qui, de couples homo qui avaient effectué les démarches de PMA? Non. Comment vous avez fait pour connaître les démarches à suivre? On a googlé. Ah, c'est intéressant. Google. Voilà. Du coup, j'ai très vite pris rendez-vous chez la gynéco qui m'a parlé de la file d'attente. Parce qu'à ce moment-là, c'était autorisé en France déjà. Ah oui, c'est ça. Parce que il faut savoir que la PMA est autorisée pour les couples de femmes et les femmes seules depuis seulement 2021. Donc forcément, il y a un gros rush de demandes de dons de gamètes. Donc par gamètes, on entend les spermatozoïdes ou les ovocytes dans certains cas. Mais il n'y a pas du tout d'évolution du nombre de dons, en fait. Enfin, il y a une évolution du nombre de dons d'ovocytes, mais pas trop spermatozoïdes. Tiens, Entre pourquoi 2021 et 2022, c'est assez fou. C'est vraiment incroyable. Franchement, et c'est là où tu vois le pouvoir de la sororité quand même, parce que la démarche est vraiment pas la même. C'est vraiment pas la même chose, quoi. Non. C'est un délire. Donc ces meufs-là sont clairement mes super-héroïnes. Et les mecs qui donnent sont aussi mes super-héros, hein, ou même ceux qui juste se renseignent pour donner, je trouve ça trop bien. Mais voilà, donc voilà. J'ai pas fini ma phrase, parce que j'ai oublié la question. Ok, merci Sophie d'être venue. Est-ce que c'est le pire épisode que t'aurais fait? Non. Clairement pas. Tu me le dirais. Bah oui, je te le dirais. Non, pas du tout. Non, mais du coup, donc c'était autorisé en France, parce qu'en fait, je suis en train de réfléchir, mais je crois que j'ai pas refait d'épisode sur ce sujet-là depuis que c'est autorisé en France. Je crois pas. Donc en fait la question s'était jamais posée avant, et donc c'est chouette, tu vas pouvoir répondre à toutes mes questions. Mais ce que je trouve fou en fait, c'est que donc depuis autour de moi j'ai vu, enfin pas autour de moi, mais en tout cas j'ai vu sur Instagram, sur YouTube et tout ça, des gens qui font des bébés par PMA. Donc depuis que la loi l'autorise en France, sauf qu'elles sont obligées de passer par l'étranger, ou par des méthodes non. Ah si, j'en ai eu une femme seule, mais qui a eu un don pas très autorisé. Un peu comme ça sous le tapis. Non, mais, et dans plein de cas, ça se passe très bien. Mais c'est vrai que le fait que la France nous ait donné le droit, mais pas les moyens d'avoir accès à la PMA, ça me rend dingo, parce que il y a de plus en plus d'articles qui sortent et de témoignages aussi où ça ne passe pas très bien, en fait, les dons artisanaux, on va dire. Parce qu'il y a des gens qui passent par des amis, et donc là, c'est des gens de confiance et tout ça, et ça peut même dériver sur un projet de coparentalité qui peut très bien se passer. Et je ne veux pas du tout avoir un discours anxiogène, attention, mais n'empêche que si un jour il y a un problème, à tout moment, le donneur peut reconnaître l'enfant. Et du coup, c'est pas forcément ce que tu souhaites. Ça protège pas l'enfant. Ça protège pas l'enfant. Et il y a aussi des sites pour mettre en relation des donneurs et des personnes qui ont besoin de dons. Et plot twist, les donneurs en profitent pour avoir des rapports sexuels. Ah ouais? Pas tous, hein, évidemment. Attention. Mais Je croyais que t'allais me parler d'argent et tout. Naïve que je suis. Non, mais... Alors, j'ai lu ça dans un article de Street Press qui est sorti il y a 2-3 semaines. Je t'enverrai le lien si tu veux. Avec plaisir. Mais ouais, ça fait froid dans le dos, en fait. C'est des types qui vont sur ces applis-là et qui disent ouais, mais moi, je donne mon sperme, il n'y a pas de souci, mais par contre, ces méthodes naturelles, il y a comme ça que ça marche. Et donc, les meufs... Et puis, en fait, t'es tellement désespérée bien sûr. parce qu'il n'y a pas de solution. En fait, toi, t'as entre guillemets cette chance quand même, t'habites pas loin de la Belgique. Exactement. Et donc, quand t'habites au fin fond du centre de la France, où toutes les frontières, elles sont hyper loin, et du coup, ça te coûte déjà... Parce que ça coûte déjà de l'argent. Ça coûte si cher, la PMA. D'aller faire une PMA à l'étranger, mais encore en plus, tu dois ajouter les transports et hébergements. Ça monte encore plus, et t'as pas forcément les moyens de le faire, en fait. Donc, pour ces personnes-là, t'es un peu tenté, quoi, d'aller vers la facilité, même si c'est pas facile, hein, c'est vraiment, je mets des gros guillemets à ce mot-là, mais et ces mecs, en fait, ils profitent de la faiblesse, finalement, de ces personnes qui désirent des enfants si fort, quoi. C'est tellement cynique, c'est abject. Ouais. Not cool. Non, not cool du tout.
Et en même temps, le gouvernement fait absolument rien pour protéger. Si, peut-être un peu protégé parce qu'il y a aujourd'hui des législations, mais je vois pas de campagne en tout cas pour inciter les personnes à faire des dons, à expliquer pourquoi. Enfin, il n'y a pas de tout ça. J'en ai vu quelques-unes, mais elles sont vraiment très très rares, quoi. Elles sont très rares. C'est vrai qu'il y en a une récemment. Et quelqu'un m'a dit cette semaine, il y a quelques mois, j'étais au ciné et j'ai vu une vidéo de la campagne quand même avant le film. Je revenais pas du tout parce que moi, je les ai jamais vues nulle part. Donc ouais, il y a des campagnes qui existent, mais elles sont rares. Et forcément, les sécos, l'agence de biomédecine n'a pas forcément le budget pour les diffuser à échelle nationale. En fait, ce qu'il faudrait, ce serait un système un peu comme pour le don du sang. Alors ok, c'est vrai que le don de sperme, en donnant son sperme, on ne sauve pas de vie, en fait. On en donne. Ouais. Après, tu as plein de questions. Enfin, il n'y a pas tellement de bonnes ou de mauvaises raisons de donner. Enfin, je veux dire, tu donnes, t'as pas envie de le faire, c'est ton choix et c'est OK. Bien sûr. Mais il faut au moins savoir que c'est possible et pour qui on le fait, enfin, pourquoi on le fait, en fait. Et en fait, dans le podcast, à un moment, j'ai laissé la parole à ma compagne qui a donc demandé aux hommes qui ne donnaient pas pourquoi ils ne donnaient pas. Et les réponses qu'on a eues, la première réponse, c'est quand même je savais pas qu'il y en avait besoin à ce point. La deuxième réponse, c'est j'aurais l'impression d'avoir des enfants un peu partout et après, c'est un peu... Alors qu'en vrai, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça parce qu'il y a un nombre maximum d'enfants par donneur. C'est quoi le film où il y a justement un Starbuck. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a une version française. Oui, mais je sais pas si elle est très bonne. On ne sait pas, parfois on est surpris. Je n'ai pas vu. Non, on n'a pas vu non plus. Mais ouais, et c'est pas... en fait, c'est ça, je n'arrête pas de le répéter. En France, en fait, les donneurs ne peuvent pas choisir l'option anonyme. Ne peuvent pas donner anonymement. Mais ça veut dire que l'enfant qui sera né grâce à ce don pourra, à 18 ans, avoir accès au fichier du donneur, donc, et pour avoir accès à son nom, à son dossier médical, etc. Dans aucun monde, ou alors vraiment très rarement, je pense. Il faut avoir eu des vrais très très mauvais parents pour ce que tu vas dire, à mon avis. Voilà, je l'imagine mal aller toquer à la porte du type pour dire « Salut papa, non. Je suis ton enfant ». L'enfant, pendant 18 ans, il a grandi avec des parents ou un parent, enfin, il a grandi entouré d'amour, etc. Parce que quand on passe par une PMA, il faut vraiment vouloir des enfants et de tout son cœur pour aller jusqu'au bout. Je pense qu'il sait faire la différence entre donneur et géniteur et père. Mais surtout qu'en fait, parent. C'est expliqué, enfin, je veux dire, tu le vois de toute façon, dans tous les couples de femmes, faut bien expliquer à cet enfant comment il est là, donc il sait d'où il vient, il sait qu'il est issu d'un don, et généralement, les enfants sont au courant en fait de la différence, et c'est finalement des projections d'adultes et des peurs d'adultes qui sont envoyées sur en fait j'ai pas envie d'être père, machin, et qu'est-ce que ça veut dire, enfin, il va pas venir te réclamer d'argent, il va pas venir te... voilà. Et le non-anonymat, ça garantit aussi, après chacun fait son choix, parce que dans d'autres pays on n'est pas obligé, mais garantit aussi, si tu as un pépin de santé, en fait, c'est important de savoir d'où ça vient aussi. Bien sûr, c'est ça. Donc, mais c'est majoritairement pour ça, en plus. Évidemment. Mais c'est ça qui est fou. Et en fait, d'une certaine façon, en estimant... Alors, je dis ça, mais sans aucun jugement envers les gens qui ne veulent pas donner pour ces raisons. Mais d'une certaine façon, c'est dire que c'est moi qui vais porter l'enfant, que j'espère qu'on va avoir avec ma compagne. Pour autant... ce sera autant la mère de l'enfant que moi. Donc ça veut dire qu'un individu inconnu au bataillon serait d'une certaine façon plus relié à l'enfant que ma compagne qui va l'élever pendant 18 ans. Enfin, il y a un truc de... Ouais, non, c'est pas... Les gènes, c'est différent de la parentalité. Ouais, mais alors tu vois, ça c'est un vrai sujet parce que je crois, et je sais pas si on en discutait en off ou si j'avais déjà appuyé, mais... sur la question de la projection du désir d'enfant, je veux être parent, pourquoi ? Y a plein de gens qui font des enfants parce que c'est la suite logique des choses et qui se questionnent pas vraiment. Et donc qui le voient vraiment comme de toute façon il a mes gènes, et donc comme il a mes gènes et comme je suis son père ou sa mère, il fera ce que je vais lui dire et il sera qui on est dans notre famille depuis des générations, tu vois. Et il n'y a pas tellement la question d'élever cet enfant pour ce qu'il est et de l'accompagner dans ce qu'il est. Ce que peut-être que nous,
toi tu dois envisager et que moi j'envisage aussi comme ça. Mais il y a plein de familles où c'est pas le cas. Et je crois que parfois, on vit dans des milieux un peu privilégiés où on vit avec des gens qui nous ressemblent et qui ont cette même vision-là. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui font des enfants parce qu'il faut faire des enfants. Comme un acte de reproduction, tu sais, comme les rois, quoi, genre, oui, tu vois. Et c'est cette notion de, c'est le fils du roi, donc il sera roi, tu vois. Donc, qu'il le pense pas vraiment. Et dans ce cas-là, le gène a été tellement important qu'il prime sur la relation, parce que genre les rois ils n'avaient pas vraiment de relation avec leurs enfants, et peut-être que t'as pas besoin d'être roi pour pas avoir de relation avec ton enfant d'ailleurs, mais il y a vraiment ce truc là de transmission dans des familles peut-être plus nobles ou j'en sais rien, et je pense que ça reste dans certaines familles. Ouais, t'as raison. Ouais, et en vrai toutes les personnes qui sont opposées au mariage pour tous et à la PMA et à tout ça, c'est ce qui revendique aussi là-dedans, c'est que en fait on sait pas d'où ils viennent, ils ont peur de la consanguinité. Ouais, si un jour il rencontre son frère, dans quel monde c'est possible déjà, pardon, mais quand ton donneur vient du Danemark, il y a quand même peu de chance. Oui. Mais même s'il venait de France, en vrai, il y a quand même très peu de chance. C'est vraiment pas de chance en tout cas. Non, ça c'est pas de chance. Vraiment, ça serait étrange quand même. mais c'est les arguments en tout cas qui sont mis en avant. Mais est-ce que, et là c'est une vraie question ouverte à laquelle je pense qu'on n'a pas de réponse, mais est-ce que ces personnes-là ont déjà pensé la relation de parentalité et d'accompagnement de leur enfant en tant qu'identité, en tant que personne, tu vois? C'est les mêmes personnes qui rejetteraient leur enfant parce qu'il est homosexuel. Exactement. Je pose ça là. On va faire le bruit de poser. Merci. Tant qu'il y a du sound design et tout ça. Vraiment, prendre un café, c'est incroyable. Mais voilà, du coup, il y a des personnes qui se posent qui voient pas, en fait, l'accompagnement d'un enfant de la même façon. Et c'est un peu dommage. C'est hyper dommage. La thérapie existe pour eux. Oui, mais c'est aussi les gens qui ne vont pas forcément voir des psys. Alors bon, que faire? Oui, mais que faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai bon espoir que l'exemplarité un jour amènera à ce que plus de gens soient plus ouverts d'esprit. Tu sais, l'utopie, tout ça, on sait jamais. Non, mais c'est beau. Moi, j'ai envie d'y croire aussi. Oui. I want to believe. Mais je pense que quand tu veux des enfants profondément, t'es obligé d'y croire, en fait. Sûr. Parce que sinon, à quoi bon? C'est ça. Putain, il est déprimant ce podcast. Comment on a pu passer de la flûte à bec et Grey's Anatomy à ça? Je sais pas, nous sommes des personnes étranges. Mais très sympa au demeurant. Mais c'est vrai. Oui. Faut le dire. Voilà. Donc, on est parti quand même de... donc, vous n'aviez pas de modèle. Vous avez été sur Google. C'est vraiment un don de se souvenir de quoi on parlait. Ah oui, merci. On n'avait pas du tout de modèle, non. On a des amis, des amis en couple lesbien, en couple gay. On a des amis qui ont des enfants, mais pas le combo. Ouais. Pas le combo. Et est-ce que tu as eu peur de tomber sur des... Parce que tu dis que tu es allée voir une gynéco, d'être tombée sur des professionnels qui n'allaient pas être d'accord avec ton projet? Bien sûr. Est-ce que tu as eu de la chance? C'est triste de dire ça, tiens. Ouais, c'est bizarre de... Oui. Est-ce que tu as eu de la chance d'être tolérée, dis donc? Non, mais c'est vrai. Mais en fait, malheureusement, c'est ça, quoi. T'en as quand même. J'avoue, je ne sais pas. Non, mais que ce soit la gynéco, que ce soit les médecins belges et tout ça, à aucun moment le sujet n'est venu. Je pense que oui, je pense que j'ai eu de la chance. Après, en Belgique, personne ne m'a montré sa désapprobation, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, après, quand tu vas dans une clinique de fertilité en Belgique, je veux dire, évidemment que tu vas être accueilli parce qu'en fait, ils ont l'habitude et que... Ouais. Mais en France, tu vois, les mœurs sont pas les mêmes. Ouais. Et il y a encore, parce que pour le coup, ça c'était vraiment des histoires que j'ai entendues, il y a encore beaucoup de gynécos qui refusent d'accompagner les femmes. Et après, c'était sans doute parce qu'avant, c'était pas autorisé. Peut-être. Il y a aussi ça, la différence, c'est que c'était pas légal et donc du coup, les gynécos avaient pas le droit de le faire. Donc il y a aussi cet aspect-là, je pense, qui a changé la donne dans l'accès à l'information et l'accès aux soins pour les couples de femmes. Mais je sais que, en tout cas, j'ai eu des témoignages comme ça, allant en ce sens. C'est pour ça que je te pose cette question-là. Voilà. Comment on choisit une clinique d'accompagnement à la fertilité? Genre, tu fais pique-nique douille? Complètement. C'est vrai? Au pif, parce que pour le coup, la gynéco n'a pas le droit de recommander un nom de médecin, un nom de clinique. Donc, on a regardé dans un rayon de 1h20 de route et on a trouvé donc cette clinique. On a appelé, ma compagne a appelé parce que moi j'avais peur de
On va pas raconter le podcast en vrai. Si vous voulez connaître cette histoire-là, allez écoutez Attendre d'attendre un enfant. Mais en tout cas, voilà. Pour le coup, est-ce qu'on a eu de la chance ou pas ? Je pense, oui, parce que j'aime bien mon docteur. Il me fait rire. Il me fait rire. Il est un peu pince sans rire et toujours très pressé, mais très calme aussi. Donc, voilà, j'aime bien. Vous avez de la chance. Vous avez parlé de votre projet bébé à votre entourage ? Oui. Moi, en plus de mon côté, pour le coup, je suis proche de mes parents, donc je leur parle d'à peu près tout. Donc oui, ils sont au courant, les potes sont au courant, et c'est vrai que Clémence aussi en a parlé à sa famille, et c'est vrai que donc, la première tentative, en tout cas, tout le monde, c'était monitoré en fait. C'était vraiment, tout le monde savait à quelle heure j'allais aller faire une écho, à quelle heure j'allais y retourner, à quelle heure j'allais aller à l'hôpital pour l'insémination, etc. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu oppressant ? Et je te dis ça dans le sens, la famille sait, mais maintenant, en fait, la France entière et de Navarre et du monde entier le sait aussi. Est-ce que c'est pas un peu oppressant, genre, de savoir, genre, est-ce que ça a marché ? Non, je pense pas. En fait, je pense que, alors, pour la famille et les amis, donc non, parce que ils savent que si à un moment j'ai envie d'arrêter de raconter, c'est pas que je les boude ou que je les exclue du projet, mais du projet. Si, d'une certaine façon, ils s'excluent du projet parce que c'est intime. Mais voilà. Mais par rapport aux gens qui m'envoient des messages depuis le podcast, pas du tout, parce que déjà, c'est tellement que des messages gentils et tellement encourageant et du partage d'expérience aussi. Et là, d'ailleurs, j'ai des messages en absence. J'ai pas répondu à une dizaine de personnes et je m'en veux un peu, mais je vais le faire. Mais voilà, mais c'est tellement gentil et c'est tellement... En plus, je me suis sentie tellement seule dans ce parcours au début que là, enfin, des gens vivent la même chose que moi et m'en parlent. Donc, en fait, limite, j'ose pas assez relancer pour dire « Alors, t'en es où ? Alors, cette insémination, etc. » Mais non, donc... ça, c'est pas du tout oppressant, au contraire. Et en plus, j'ai gardé un décalage avec la réalité. Donc en gros, il y a toujours quelques mois de délai pour que je puisse accuser le coup des bonnes ou des mauvaises nouvelles, quoi. Ce projet-là... Celui bébé ou le podcast ? Le podcast, pardon. Oui, parce que le projet bébé, tu l'as depuis longtemps en tête, mais est-ce que pour toi, quand vous avez commencé votre projet PMA, est-ce qu'il était évident que tu allais retracer ce parcours-là ? Ouais. Et de cette façon-là ? Non. Je prenais des notes parce que je voulais en faire quelque chose, parce que très vite, je me suis rendu compte de cette solitude-là, du couple ou de la personne en parcours PMA, parce que c'est ce que j'ai toujours fait, en fait, que ce soit sur YouTube ou sur mes articles que j'écrivais avant ou dans les blogs encore avant, etc. Je suis toujours partie d'un point, d'une expérience que je vivais pour en faire quelque chose, pour que ça serve à d'autres personnes. Soit que ça les accompagne, soit qu'elles puissent avoir des conseils qu'elles n'avaient pas, etc. Je n'inclus pas forcément la vidéo sur l'épilation du cif dans ce truc-là, mais en même temps, c'était la même démarche. Si tu l'as vécu, que tu avais envie de le partager... En fait, j'ai voulu le vivre pour en faire une vidéo. C'est pas exactement... C'est pas la même démarche. C'est drôle comme tu remets ça sur le tapis alors que personne t'a rien demandé. Non, mais parce que, voilà. Écoute. Non, mais c'est bien. Au final, est-ce que j'en suis pas fière de cette vidéo ? Peut-être. Non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis assez fière de la chaîne YouTube que j'avais à l'époque, qui marchait bien et qui faisait rigoler des gens sur des sujets parfois tabous. Donc ça donnait l'information et ça pouvait aider d'autres personnes à sortir d'une solitude que toi, tu pouvais ressentir. Voilà, et donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un podcast là-dessus. Ok. Au début, c'était, je pensais plutôt livre, peut-être un roman, peut-être un film, peut-être, je sais pas. Et puis, je regardais mon matériel de podcast et je me suis dit qu'en vidéo, ça passerait pas parce que j'allais dire vraiment des choses très, très intimes, encore plus qu'avant. Et c'était vraiment mon projet le plus intime. Donc, juste l'audio, ça m'allait bien. Ouais. Est-ce que tu en as parlé justement à ta compagne de ce projet ? C'était tu lui as demandé son consentement ? Oui, bien sûr. Mais... Non. D'ailleurs, elle est pas au courant. Incroyable. C'est fou. Faudrait vraiment pas qu'elle ouvre beaucoup Instagram parce qu'elle me suit quand même. C'est vrai ? J'espère qu'elle me suit. Mais est-ce que tu l'as pas bloquée sur les stories ? Tu peux faire ça. C'est vrai que j'aurais pu la masquer. Mais non, alors j'en ai discuté avec elle, mais très vite, c'était évident pour elle
de toute manière, elle sait que c'est là-dedans que je m'épanouis, que c'est dans ce genre de création que je me retrouve le plus. Et donc, ouais, elle a sans problème accepté, donné son consentement, signé de son sang le fait que je parle d'un truc aussi perso que ça. Ouais. Pourquoi c'est important pour toi de mettre un temps entre le moment où tu le vis et le moment où tu en parles publiquement ? Parce que, mettons, le premier résultat négatif, je voulais pas le vivre en direct. Donc il y a ça. Aussi, un résultat positif, j'avais pas non plus envie de le vivre en direct parce que... Après, ça fait pas beaucoup d'épisodes. En plus... T'imagines ? C'est un podcast en 2 épisodes. C'est ça ? Ah ouais, non. Mais ouais, non, c'est ça, ouais, mais t'imagines ? En fait, à un moment, je me suis même dit, mais si ça marche du premier coup, bah, ça va parler à moins de gens. Parce que, en fait, c'est quand même une galère, la PMA, etc. Bon, j'aurais quand même bien aimé que ça marche du premier coup. Mais il y a des gens, en plus... Et c'est drôle parce qu'à l'inverse, il y a des gens qui se sentent vachement moins légitimes quand ça a marché du premier coup. Ah ouais ? Ouais, parce que j'avais rencontré Léa, tu sais, qui a le compte, qui aide beaucoup en plus les couples. Oui, bien sûr, Léa. Excuse-moi, pour moi, Léa, c'est genre Léa. Bah pareil. Et elle, ça a marché du premier coup. Ouais. Et on en avait discuté un peu de ça, justement, en fait, il n'y a pas tout ce côté, entre guillemets, difficulté, même si, parce qu'il y a quand même la démarche, il y a quand même le parcours, tout ça. Mais en fait, du coup, c'est vrai que quand ça marche du premier coup, t'as peur parfois de le dire aussi, parce qu'en fait, t'as toutes ces personnes qui sont en attente et t'as pas envie de paraître pour la meuf, tu vois. Je vois. Coucou. Et moi, tout va bien. Ouais, voilà. Mais et finalement, oui, mais elle est passée par le même truc, tu vois, c'est ça. Et puis ça n'empêche pas d'accompagner et d'aider plein de gens. Mais de ouf, c'est vraiment... Mais c'est une mine d'or, son compte Instagram. Ouais. Et c'est vrai que pour le coup, je l'ai pas découvert tout de suite dans mon parcours, mais dès que je l'ai découvert, j'ai poncé... son compte Instagram, son site. Elle donne des infos hyper concrètes, des trucs. Carrément, mais de ouf. C'est génial ce qu'elle fait. Donc, trop important. Elle est complètement légitime. De ouf. Et puis. Il faut ériger une statue pour Léa Cairol, en fait. Alors, moi, je suis pas très bonne en statue, mais si tu connais quelqu'un qui fait des statues. Moi, je suis pas trop art. Okay. Non, moi non plus. Je sais même pas. Mais bon, si parmi les auditeuristes, il y a des sculpteurs, sculptrices, n'hésitez pas. On vous enverra une photo de Léa avec son consentement. On se retrouve avec Tiens, elle va visiter la ville de Lille, il y a une statue à mon effigie en plein milieu de la Grand Place, c'est très étrange. Qui m'a mis un cornet de frites dans la main en plus. Enfin, ah là là, les digressions. Voilà, Léa, si tu nous entends, nous avons un projet pour toi. Voilà. Non, mais en tout cas, si vous voulez la suivre, en effet, c'est son compte Instagram, c'est Léa CR. Elle a écrit 2 ou 3 bouquins, parce que je crois qu'il y en a un 3e. Il y en a un sur la... 2. Il y a un journal du nourrisson et donc un sur le parcours PMA, un sur le fait d'être mère en couple lesbien, un journal du nourrisson et je crois qu'il y en a un autre en préparation. Il y en a un qui arrive, ouais. Et elle est trop chouette. Et elle a l'air trop sympa. J'ai jamais rencontré. Elle est très sympa. Enfin, je l'ai rencontrée en vrai d'un ordinateur. T'as discuté avec elle. Ouais, moi j'ai discuté avec elle. Elle est vraiment très cool. Non, elle est sympa. Elle est vraiment chouette. Et puis en tout cas, son travail est hyper important. Voilà. Complètement. Mais comme le tien, finalement. Oh, oui. Mais c'est pas... Oui, disons que c'est peut-être complémentaire. Oui. Moi, ça va être moins... Tu racontes un parcours de vie, elle accompagne les gens. Exactement. Et c'est même son métier d'ailleurs aujourd'hui d'accompagner les couples lesbiens dans leur parcours de PMA. Donc voilà, il y a une dimension professionnelle chez elle qui n'est pas forcément là chez toi. Mais dans ton podcast, il y a quand même pas mal de prévention aussi. Et je pense à tous ces messages à la fin sur le don d'ovocytes et le don de sperme. Et j'ai l'impression que chez toi, ça va devenir un petit peu, ou ça l'est peut-être déjà, mais un vrai combat de travailler sur ça. Tu me disais dans un message il y a quelques temps que tu étais en contact avec des sécos, justement. Oui. Qu'est-ce que tu envisages? De quoi vous parlez? En fait, on est allé les voir, donc ma compagne et moi, pour leur proposer nos services. Attends, sécos. Pour traduire, remettons dans le contexte, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Là où c'est qu'on donne son sperme. Voilà. Je connais pas le... Bah non, centre d'éco-conception. Je sais pas, je donne des trucs. Ouais, c'est là, en tout cas là où on va faire les dons. Ouais, les dons de gamètes, en fait. Ouais. Et c'est là où on est dirigé quand on a besoin d'un don, d'ailleurs, aussi. Exactement.
Voilà, tu peux continuer. J'ai oublié De quoi tu discutes avec les gens du Sécos de Lille? Oui. Alors, on proposait nos services en communication parce que on a ce pouvoir-là, cette compétence-là, ces compétences-là. Sauf que il n'y a pas forcément beaucoup de budget pour des communications autres que celles qui sont travaillées à un niveau national, etc., ce que je peux comprendre. Mais en tout cas, ça nous a permis d'avoir un premier contact ensemble. En fait, on a un projet de série pour inciter au don de gamètes, de mini-séries, etc., qui est en cours d'écriture. Et on sait que dès qu'on a la moindre question, dès qu'on a besoin de la moindre validation pour pas dire n'importe quoi et pour pas dire quelque chose de contre-productif, on peut aller à leur rencontre et les faire relire et puis échanger, ou alors juste s'il y a besoin d'expertise sur le sujet, quoi. Ouais. Et pas juste du côté l'expérience, mais ressenti. Ouais, personnel, carrément. Carrément. Et comment ça se passe justement en Belgique par rapport au don de sperme, quand toi tu choisis un donneur? Est-ce que tu choisis un donneur? Tu choisis pas un donneur? Non. Je pense qu'il y a certaines cliniques où on peut plus ou moins choisir, peut-être avec des photos, mais des donneurs petits. Avec des caractéristiques. Ouais, des caractéristiques. Mais non, nous on a... Alors je sais pas, c'est peut-être... Vraiment, on a choisi la clinique où on a zéro information. Ah ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on a signé le contrat avant les premiers essais, on a dû rentrer mon phénotype, donc la couleur de mes cheveux, la couleur de mes yeux, etc., et le phénotype de ma compagne, pour que le donneur corresponde plus ou moins, pour que l'enfant puisse nous ressembler, quoi. Oui, parce que ça, c'est malgré tout quand même très important pour... faire famille, même si on n'a pas besoin de se rassembler pour faire famille. Oui, voilà, mais en même temps, je peux comprendre l'intérêt aussi de ce genre de questions. Donc, t'as terminé ta première saison du podcast. Et là, il y a une deuxième saison, qui sort. Est-ce qu'on en parle un peu ou pas? Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur la deuxième saison? Pourquoi t'as fait 2 saisons comme ça, en fait? C'était pour toi... C'était déterminé dans ta tête que ce serait découpé comme ça? Non, parce que ce qui était sûr, c'est que pour moi, il allait y avoir la première saison sur l'insémination artificielle avec donneur. Je savais pas si ça allait marcher ou pas. Au moment où j'ai commencé les épisodes, je savais que les 2 essais avaient pas fonctionné. Mais je spoil complètement les gens, mais bon, je suis désolée. Bah, c'est diffusé déjà, en même temps ils avaient qu'à écouter. Exactement. J'en ai parlé en story, donc ils avaient qu'à écouter. Et donc oui, pour moi, c'était évident. Je savais juste pas à quoi allait ressembler la saison suivante. Bon, il se trouve que là, le thème de la saison suivante, il est tout trouvé parce que le premier rendez-vous qu'on a eu avec le docteur belge, il nous a dit que compte tenu de mes résultats, de mon âge et de ma motivation, je sais pas exactement, de la couleur du ciel, etc., on allait faire 2 tentatives d'IAD, et si ça ne prenait pas, on allait passer en FIV. À savoir, l'IAD, c'est de l'insémination artificielle avec donneur. C'est un peu plus hasardeux que la FIV, qui est quand même beaucoup plus technique, beaucoup plus invasif aussi. Mais voilà. Oui, parce que l'insémination, en fait, on insère le sperme directement dans ton utérus. Ouais. Et c'est au petit bonheur la chance, s'il y a un petit spermatozoïde qui trouve ton ovule, tant mieux. Sinon, c'est comme quand tu as un rapport sexuel avec un mec en pleine ovulation, ça marche ou ça marche pas. Alors, une ovulation plus, parce qu'il y a une stimulation avant. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un côté, il faut que les 2 se rencontrent, il faut que... le spermatozoïde peut vivre jusqu'à 5 jours dans l'utérus, mais par contre, l'ovule, c'est pas plus de 2 jours, et grand max. C'est vraiment précis, quoi. Ouais, c'est vraiment un timing. Oui. Alors que dans la FIV, tes ovocytes sont ponctionnés en amont et fécondés dans une éprouvette. Donc, dans une petite boîte de pétri. Moi, j'aime bien imaginer une boîte de pétri. En vrai, j'en sais rien. Tu peux. C'est ton bébé. C'est pas le mien. Et donc, du coup, la fécondation est déjà faite avant. C'est pas dans ton utérus qu'elle est faite. Elle est faite avant. Et en fonction de l'évolution des embryons, il va être implanté ou pas dans ton utérus. Et là, c'est vraiment est-ce que l'embryon va s'accrocher ou pas. C'est ça. C'est pas les mêmes... c'est pas les mêmes process, quoi. Voilà. On estime à 1 chance sur 5 de tomber enceinte par insémination et 40% de chance par fécondation in vitro. Donc c'est quand même pas pareil. C'est pas pareil. Est-ce que, alors tu me dis, est-ce que c'est le même prix
Non. Parce que c'est pas les mêmes techniques, c'est beaucoup plus technique de faire une FIV, donc ça se paye, j'imagine. C'est ça. Disons qu'une insémination, c'est environ 1 500 €, frais de route non compris. Et une FIV, c'est environ 5 000 €. Ouais, quand même. Mais après, s'il y a eu plusieurs embryons qui ont été fécondés, ça peut faire plusieurs essais. Ah oui. Oui, tu payes pas ça à chaque fois. Tu payes pas 5 000 € par insémination. Enfin, comment il s'appelle ? C'est pas insémination. C'est transfert. Transfert. Ouais. En plus, on a parlé de transfert tout à l'heure. Voilà. La boucle est bouclée. Ok. Il y a un truc que tu as dit tout à l'heure, et je t'ai dit qu'on y reviendrait, et nous y revenons maintenant. Tu étais salariée, tu es redevenue dans le monde de revenus. Oui. Parmi nous, dans le monde de l'indépendance. Et en fait, dans ton podcast, tu parlais justement de pourquoi c'était important pour toi de penser à faire famille avec cette stabilité du CDI. Tu sais que moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit lol. Je suis lol. Lolilol. Et puis finalement, aujourd'hui, tu n'es plus en CDI. Il y a eu un switch chez toi sur ça ? Il y a eu un switch. Je pense que c'était... oui, non, il n'y a pas de je pense. Clairement, après la première insémination. Et donc, après l'insémination, mais ça, je pense que ça a été un sujet abordé longtemps. Donc, il y a 2 semaines d'attente avant le test de grossesse. Et donc, après ces 2 semaines d'attente, j'ai appris que je n'étais pas tombée enceinte. Ça a été un coup dur. Alors qu'il y avait très peu de chances que ça marche du premier coup, mais ça a été un coup dur. Et je me suis rendu compte que la vie que j'avais pensé devoir me construire pour devenir mère, c'était pas forcément celle que j'aimais et que j'avais pas envie de devenir mère dans ce cas de figure. En gros, je me suis rendu compte qu'il fallait pas que je me fonde dans un moule qui n'était pas fait pour moi, parce que quand même, il y a une partie de statistique dans le fait de tomber enceinte, mais il y a aussi une partie de magie, et d'un coup je me suis dit mais la magie elle va pas pouvoir opérer si je suis malheureuse dans ma vie quotidienne en fait. Et c'est pas que j'étais malheureuse dans mon travail, mais pas alignée et j'y allais pas avec le sourire. Enfin, j'étais contente de retrouver mes collègues, mais j'étais pas contente de retrouver mon poste. T'étais pas passionnée par ce que tu faisais, quoi. Pas du tout en fait, vraiment pas du tout. Et ça puis vraiment Pardon, mais les horaires. Pourquoi est-ce qu'on doit respecter des horaires ? Je sais pas. Ça n'a pas de sens. Je sais pas, moi je respecte pas d'horaire personnellement. Sauf quand j'ai des rendez-vous. C'est pareil. Mais jamais avant 10h. Là, je suis arrivée à 15h59 pour 16h. J'étais hyper impressionnée par moi-même. Franchement, c'est beau. Merci. Mais oui, en fait, le truc, c'est je comprends pas que dans des jobs plutôt créatifs, on soit obligé d'être là de 9h à 17h, alors que en fait, ça se trouve, il y a une semaine où tu vas plutôt être hyper productive de 6h à 14h, et puis la semaine suivante de 14h à 20h30. Moi, je sais un peu pourquoi. Parce que quand tu as des enfants, tu es un peu obligé de te calquer sur ces horaires-là. Et moi, je crois que c'est un des trucs qui a été les plus difficiles pour moi. En fait, moi, ma créativité, elle est en fin de journée. Sauf qu'en fin de journée, il faut aller chercher ton enfant. Ah bah oui. Et là, non, moi je suis créative, j'ai pas du tout envie de faire des cubes, enfin, non, rien à voir. Comment ça, il faut donner le bain et faire à manger, mais n'importe quoi. Mais attends, c'est pas autonome cette petite chose là ? Enfin, mais non, moi je veux pas faire ça, je veux faire des podcasts. Et je pense que c'est adapté à ça, mais en même temps, c'est pas si adapté à ça quand même. C'est pas du tout adapté Mais non, parce que si l'enfant est malade, en fait, ça pose problème que tu t'absentes. Enfin, il n'y a rien qui va. Il n'y a aucun job, il y a très peu de jobs où tu es sorti du travail à 16h pour pouvoir aller chercher ton enfant à 16h30. Enfin, non. Tu vois ? Donc, pour moi, c'est... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ouais, je comprends. Les rendez-vous chez le médecin, quand, en fait ? Moi, j'ai un médecin qui ne travaille pas le mercredi, donc si tu veux, c'est... Mais enfin... Oui, bon, elle a des enfants, et alors ? Moi aussi. C'est le principe. Mais en fait, tu vois, je te disais, j'ai fait le lol quand je t'ai entendu dire ce truc-là dans ton podcast. Parce qu'en fait, est-ce que c'est pas un peu la définition de la parentalité que d'être tout sauf stable ? Enfin, ouais, alors ça, j'ignore encore. Mais si, parce qu'en fait, tu l'expérimentes déjà. Parce qu'en fait, tu avais une vision de... peut-être ça marchera du premier coup, puis en fait, tu te rends compte que non. Et en fait, l'histoire de la parentalité, c'est ça.
Enfin, tu crois qu'il y a un truc qui va se passer. Et en fait, tu te rends bien compte que c'est pas toi qui décide, en fait. c'est même pas ton enfant, hein, personne décide. Personne. C'est la vie, en fait. Et imaginez que... Alors oui, la stabilité financière, c'est intéressant comme concept. C'est avoir un salaire tous les mois, c'est vraiment très intéressant. Mais qui te dit que dans ta vie professionnelle, tu n'auras pas aussi cette stabilité-là financière? Parce qu'en fait, on pense toujours de si ça marche pas, mais si ça marche. Tu vois, et c'est exactement la même chose sur la PMA d'ailleurs. On va beaucoup te dire si ça marche pas, il faut pas s'emballer parce que si ça marche pas, ouais, mais si ça marche. C'est ça. Et quand ça va marcher, c'est surtout même pas le si, c'est quand ça va marcher. Et je pense que le quand ça va marcher, que ce soit dans l'entrepreneuriat d'ailleurs et dans la PMA et dans la parentalité de manière générale, je pense que il est porteur d'espoir et qu'il est important de l'intégrer aussi à ces trucs-là, et que c'est pas parce que tu as une vie professionnelle attendu de toi, ce fameux CDI qui dit que tu peux pas faire d'enfant avant d'avoir un CDI, tu peux pas faire d'enfant. Mais en fait, c'est pas vrai. Enfin, il y a toujours d'autres façons de faire. Et puis. Mais bien sûr. Et en plus, enfin vraiment, pardon, mais le CDI, la sécurité de l'emploi, ça n'existe plus. Ça n'existe plus depuis longtemps en fait. Cotiser pour la retraite, enfin. La quoi? C'est ça. Et puis en plus, alors tout ça pour un job qui va pas forcément te faire gagner beaucoup d'argent. Et c'est de plus en plus de personnes galèrent alors qu'elles sont toutes les deux en CDI, machin, tout ça. C'est de plus en plus galère en fait de boucler les fins de mois. C'est ça. Et qu'est-ce que tu as envie de montrer à ton enfant? Qui peut être qui elle veut. Oui. Tu vois. Ou de se conformer à ce qu'on attendrait d'elle ou de lui. En fait, alors après, peut-être que c'est une réflexion de privilégié, hein. J'en sais rien. Il y a moyen. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas l'occasion de se poser cette question-là. Parce qu'on leur a jamais dit qu'ils pouvaient se poser cette question-là aussi. Mais c'est ça aussi. Je pense que, c'est ça. C'est au-delà d'un contexte... Enfin, le contexte social fait qu'on te dit pas que c'est possible de se poser ces questions-là, que tu as le droit de choisir et que t'es pas bloqué dans un endroit parce que c'est toujours été comme ça, donc c'est comme ça que ça doit se passer. Et moi, je pense que... En tout cas, moi, j'ai envie de montrer à mon enfant que c'est possible de faire ce que tu veux et que c'est possible de faire autrement. Mais tu peux aussi faire ce que tu veux et t'épanouir dans une vie salariée. Hein. Ouais. Ça peut être aussi... tu peux être passionné par ton job en salariat. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens pour qui c'est le cas. Bon, il y a aussi plein de gens pour qui c'est pas le cas. Et je sais pas quoi leur dire à ces gens-là. Parce que bon, voilà. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose qui t'anime au fond, que ce soit professionnellement ou personnellement, moi, je pense qu'il faut vraiment y aller parce que c'est ça qui allume la petite étincelle et qui fait la magie et qui fait ce que t'es en fait aujourd'hui. Ouais. Et c'est trop important en fait. La vie, elle dure un temps. C'est clair. Et ça serait dommage d'aller donner ce temps-là à des gens qui comprennent pas à quel point t'es magique en fait. C'est beau ce que je dis. C'est hyper beau ce que tu dis. Franchement, j'adore me complimenter. Bravo. Voilà, c'est ça. Laissons quelques secondes à tes auditeuristes pour t'applaudir. Merci. Tu sais, moi j'aimerais bien m'acheter le plus grand truc où tu peux mettre des Ah oui. Tu sais, il y en a, j'ai failli l'avoir en plus, et puis un jour je me suis dit non, ça c'est mieux parce que c'est plus nomade. Je parle de matériel d'enregistrement, peut-être vous n'allez rien comprendre. Mais il y a des consoles où en fait tu peux intégrer les bruits et les mettre en direct pendant que tu enregistres. Génial. Moi je veux ça en fait. Ouais. Mon anniversaire c'est dans 3 mois. Bisous. Fais tout de suite une cagnotte litchi. Oui, merci. Alors, mon nom, c'est Élise Bulté. Je peux vous donner mon RIB, si vous voulez. Alors, le 5, et le numéro complémentaire. Non, puis en plus, vous êtes lancée dans l'entrepreneuriat avec ta compagne. Ouais. On est passé de stabilité à... Ouh. C'est clair. Les doigts dans le pif, on a sauté d'une falaise, quoi. Oui, on se lance... alors... C'est quand même une question qui revient souvent, c'est ok, vous voulez faire des enfants ensemble et vous voulez bosser ensemble, mais ça va pas, non? Enfin, c'est pas une question d'ailleurs. Non, c'est pas une question, c'est un jugement. Non, mais en fait, le truc, c'est oui. Mais vous travaillez ensemble avant d'être ensemble, en même temps? Oui, on n'a pas tellement travaillé ensemble, on n'était pas dans les mêmes rubriques et on était chacune face à nos ordi, en fait. Donc, ça marchait pas comme ça. Mais dans tous les cas, je sais qu'on est complémentaires sur plein de choses. Et elle est super bonne en, tu vois, enfin genre vente, elle va trop bien nous vendre. Commercial, ouais. Et sur l'aspect, enfin toutes les parties sérieuses du job. Comme dans la PMA. Exactement. Alors que moi je vais être genre à côté, salut, enfin tu sais dans les réunions je vais pas parler, je vais faire coucou, et puis après je vais arriver avec mon matériel de podcast où on va vous apprendre à faire du storytelling, etc.
Les trucs que les gens disent que c'est pas important, alors que c'est hyper important. C'est hyper important, en vrai, oui. Non, mais carrément. Et puis là encore, tu vois, c'est partir de mon expérience pour essayer d'aider des gens, parce que, en gros, moi, j'ai pas adoré le monde du travail traditionnel. Et de ces expériences-là, j'ai pas mal de recul sur tout ce que j'ai... les différentes choses que j'ai vécues. Et essayer de faire en sorte que la croissance de l'entreprise permette à tout le monde d'être content. Que ce soit les patrons qui sous pression, machin, avec leur entreprise qui d'un coup décolle et tout, et les employés qui au début, ils étaient 3 et c'était vraiment une entreprise familiale, et d'un coup, ils sont 35 et tout change, quoi. Tout change. Non, mais c'est génial. C'est un autre sujet. Mais... Écoute, on en parlera dans mon podcast business que je n'ai pas, mais que je ferai un jour. Avec plaisir. Non, mais en même temps, je sais plus du tout ce que j'allais dire, tu vois. Ah, je suis désolée. On parlait de lancer et du coup de plus du tout avoir de stabilité. Ouais. Oui, non, ça y est, je sais ce que je vais dire. En même temps, tu vois, on te dit, vous allez faire des enfants ensemble et travailler ensemble, mais il faut savoir un truc, c'est que quand tu as des enfants, de toute façon, tu ne te retrouves plus vraiment en couple pendant un moment, donc ça peut être l'occasion pour vous de vous retrouver, et ça, c'est plutôt finalement. Cool. Tu vois. Oui, et puis il y a toujours des moments où on sera séparés dans la journée, parce qu'on va pas travailler sur les mêmes choses constamment, en fait. Ouais. Moi, je trouve ça... Fou que les gens jugent le choix des autres gens. Non, mais c'est pas... Ils jugent pas, tu vois, ils s'inquiètent. Oui, mais c'est toujours la peur des autres. Ouais. De toute façon, à partir du moment où tu te lances, t'as beaucoup ces questions-là, que tu te lances solo ou pas, avec quelqu'un que tu connais ou pas. Dans tous les cas, il y a toujours ces peurs qui viennent autour de toi. Voilà. Bon, ça sort quand, la saison 2 ? Alors, j'ai fait une boulette, parce que dans le dernier épisode... T'as annoncé une date ? Oui, j'ai annoncé le 6 mars. Sauf que mon podcast, je le sors toujours le lundi. Et le 6 mars, c'est un mercredi. Ah oui. Du coup, ce sera le 11 mars. D'accord. Mais donc, le 4 mars, je vais sortir la bande-annonce. Oui. Bah, du coup, ce sera la semaine du 6. C'est bien. Ça sera la semaine du 6. Ouais. Ok, donc bande-annonce le 4 mars et sortie de la saison 2. Ouais. Tu sais déjà combien il y a d'épisodes ou alors tu sais pas encore ? Il y en a plus de 10. Plus de 10. Très bien. C'est une réponse qu'on prend. Ouais, je peux pas être plus précise. Non, mais c'est ok. C'est ok. De toute façon, c'est ton podcast. Ok, mais en tout cas, je te remercie d'avoir créé ce projet-là parce que je pense que tu aides énormément de gens. Moi y compris, parce que pourtant, n'étant pas du tout concernée par le sujet, j'ai trouvé ça vraiment très, très instructif, notamment autour de tout ce qui va être autour du don de gamètes en France, de la situation de la PMA en France, qui est certes autorisée, mais pas du tout... aider, accompagner, enfin je sais pas, alors qu'il y a tellement de personnes qui sont en attente et qu'on nous parle de réarmement démographique. Oui, on aurait pu l'aborder aussi ce sujet. Non, on va pas. Mais on va être énervé après, c'est dommage, on est vendredi. On n'a pas envie d'être énervé le vendredi. On peut pas être énervé. Non, mais oui, il y a tellement de non-sens dans tout ce qui est fait et que c'est bien joli de faire des effets d'annonce parce que finalement, tu as bien l'impression que c'est ça. L'ouverture de la PMA, c'est ça. C'est un bel effet d'annonce sans les moyens derrière. Et en fait, je pense que des personnes comme toi qui font ce travail-là vont aider à un moment à faire bouger les choses. Parce que de toute façon, il n'y a qu'en parlant qu'on fait bouger les choses. Il n'y a qu'en ouvrant sa bouche qu'on fait bouger les choses. Et bon, pour ça, je te dis merci au nom de tous les gens que tu aides, en tout cas, et que tu aideras. Attendre d'attendre un enfant, ça se trouve sur toutes les plateformes d'écoute. Exactement. Donc, si vous écoutez Prenons un café, vous savez comment ça marche. Donc, une fois que vous aurez clôturé cet épisode... En plus, ça tombe bien, tu sors le lundi, moi je sors le mardi. Donc, en fait, tu peux écouter les deux. J'avoue. Et ça, c'est vachement bien fait, tu vois. Heureusement, tu vois. Puis après, de toute façon, un jour, Sophie, elle va sortir un podcast sur la parentalité. Et puis, j'espère. Oh là là. Ça va être trop bien. Je touche du bois. Comme ça. Tu bois comme ça. Et ça fera, j'ai attendu un enfant. Non, attendre d'attendre un enfant. Après, ce sera attendre un enfant. Et après, ce sera un enfant. Attendre qu'il ait 18 ans. Non, c'est une tristesse. T'imagines? C'est horrible. Non, en vrai, c'est fun d'avoir un enfant. Mais non, mais bien sûr, t'imagines bien que... Enfin, peut-être pas pour tout le monde, mais moi, je trouve ça... Je suis la première convaincue, sinon je ne serais pas dans ces embrouilles depuis... T'imagines, attendre qu'il ait 18 ans. L'enfer sur Terre. Attendre qu'il fasse ses nuits, à la limite, si tu veux, mais qu'il ait 18 ans. Ouais. Non, mais de toute façon, tu peux l'anticiper. Puis non, ça tombe, toi, un enfant moi, tu vois, qui dort. je suis très créative la nuit, donc... Eh ben, tu vois, super. C'est parfait. Sauf qu'en fait, en vrai, la nuit, quand t'es réveillée, c'est pas pour faire des trucs créatifs. On peut pas...
Genre donner le lait d'une main et... Non, parce qu'en fait, souvent, il faut bouger parce que ces petites bêtes-là, elles aiment pas rester immobiles. Donc en fait, tu dois faire... Tu vois ta maison ? Je crois que tu la connais pas encore, ta maison. Tu la connaîtras. Je vais faire mes 10 000 pas, quoi. Ouais, même 6 heures du matin. Prends ta montre connectée. Elle est toujours. Eh ben, il faut parce que du coup, sinon, tu vas manquer tellement de pas. Ce serait trop dommage pour ton compte. Tu vois. Et non, mais si, tu peux écouter des podcasts. Il y a beaucoup de... Sur Prenons un café, moi, je le vois, il y a beaucoup de gens qui écoutent la nuit. Et je sais qui elles sont. On pense à vous. On pense à vous. Courage, un jour ça s'arrête, je vous jure. En même temps, si vous vivez ça, c'est que vous avez eu la chance d'arriver jusqu'au bout. Et ça, c'est trop, trop, trop cool. C'est clair. Et on te souhaite de ne pas dormir la nuit, Sophie. Merci. Et si on veut te retrouver sur les réseaux, si on veut papoter avec toi, ça se passe pas sur Instagram, @SophieRich_. Ouais. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup, Sophie, pour cet échange. Merci à toi, c'était cool. génial. On a rigolé. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Cet épisode t'a plu ? Parle-en à tes amis et partage-le sur Instagram en me taguant @Elise_, Prenons un café. Ça reste le moyen le plus efficace pour faire grandir ce podcast. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, au choix 5, et tu écris ce que tu veux dans la section Avis. Par exemple, le 27 septembre, Mathilde Dupe écrivait « Tellement magique d'entendre les mots et les réponses aux questions que je me pose sur certains sujets depuis que je suis devenue maman. Ça devrait être pris en charge par la Sécu, tellement ça fait du bien, tellement ça rassure et tellement ça apaise. Merci beaucoup. » C'est moi qui te remercie Mathilde pour le temps que tu as consacré à écrire ce message et les mots choisis, car ils me touchent énormément. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.